Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous, ou rebonjour. Donc je suis, toujours Hugo Vellué, je suis toujours consultant, chez Cerda Conseil, depuis la dernière conférence. Donc pour continuer, comme on l'a dit, cette journée sur la digitalisation et la dématérialisation responsable, j'accueille donc nos 3 prochains, intervenants, hein, que je remercie d'être présents, aujourd'hui. Donc je commencerai donc par, Caroline Buscal, qui est donc, directrice de Cerda Conseil. Bonjour Caroline. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Ensuite, donc, Yannick Jiquel, qui est secrétaire du Coter numérique. Bonjour Yannick. Bonjour tout le monde. Et accessoirement, je suis ex-DSI du département de la Drôme. Effectivement, ex-DSI du département de la Drôme également. Et enfin, Anne-Solène Daniel, qui est également consultante confirmée chez Cerda Conseil. Bonjour Anne-Solène. Bonjour à tous. Alors, merci à vous trois, donc, comme j'ai dit, d'être présents cet après-midi. Alors, comme vous l'avez peut-être vu avant, là, on va prendre un petit peu de hauteur par rapport au vrac numérique, hein, puisqu'on va s'intéresser à un autre domaine qui est donc dans la digitalisation responsable, la construction, hein, de sa stratégie et de sa feuille de route. On peut le dire aussi dans l'optique de fluidifier sa relation usager. Donc on a 45 minutes, hein, pour parler de ce sujet et de voir ensemble donc justement différents projets autour de la digitalisation et de cette relation usager, sans oublier bien évidemment son impact environnemental. Je rappelle juste, hein, bien évidemment, que nous parlerons ici de digitalisation responsable, hein, qui est un procédé, si on peut le définir, beaucoup plus poussé que la simple dématérialisation, hein, puisque dans une digitalisation, on va prendre en compte les usages, voire la conception de nouveaux usages pour les services qui seront impactés. On prendra bien sûr en compte les retours d'expérience des utilisateurs, mais également la formation, hein, des agents qui pourraient être impactés, et également tous les changements que cette digitalisation pourrait induire, que ce soit à l'échelle d'un métier, d'un service ou d'une organisation. Donc sans plus attendre, pour commencer, hein, puisque il faut bien comprendre que la digitalisation englobe un processus qui serait très large, hein, qui pourrait englober des flux comme les flux entrants, les flux circulants, et également les flux sortants. Donc, ma première question, Caroline, serait donc finalement, quels seraient les moyens, hein, et comment les moyens de la digitalisation, ils permettraient de fluidifier cette fameuse relation client, tout en réduisant l'impact environnemental? Alors effectivement, par rapport à la question que tu poses et pour revenir sur ce que tu évoquais sur la digitalisation, hein, qui recouvre bien la fluidification de bout en bout des données, des informations, des données aussi non structurées, hein, que sont les documents d'un point de vue numérique, en intégrant évidemment le service que l'on rend aux usagers et aux collaborateurs d'une organisation quelle qu'elle soit. La première conviction qu'on a en réponse à ta question, c'est d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale. Ne serait-ce que si on s'interroge sur les moyens qu'on veut mettre en place ou qu'on veut définir par rapport à cette question d'une digitalisation responsable, faut-il encore regarder l'entièreté de ce que l'on veut couvrir, donc non pas d'un process ou d'une partie d'un processus, mais bien l'entièreté des activités ou des métiers ou des processus que l'on va couvrir, que l'on va faire évoluer à travers cette digitalisation responsable pour pouvoir ensuite s'interroger sur la question des moyens. Donc effectivement, comme tu le dis, on va s'interroger depuis l'entrant, donc depuis le traitement même de la demande qui peut être exprimée par un usager ou par, en tous les cas, ou par une institution partenaire avec laquelle la collectivité ou l'administration territoriale va avoir à échanger. Donc, depuis l'entrant, quelle que soit la formalisation avec laquelle cette sollicitation est faite, ce qu'on appelle, effectivement, tu disais, le flux entrant, qui est le plus souvent aujourd'hui en omnicanal,
tout l'aspect de flux circulant qui va instruire à travers des applications métiers qui ont déjà un certain nombre de moyens qui sont mis en place, évidemment, à travers toutes ces applications. Donc, toute l'instruction qui va être faite par rapport à cette sollicitation d'entrée, jusqu'à sa décision, validation, et jusqu'au flux de sortie qui va être la transcription de la réponse qui va être apportée par rapport à l'instruction de départ. Donc, dans tous les cas, on va avoir un raisonnement d'une approche complète. Et donc, ça fait partie des points de la stratégie à avoir en tête. C'est-à-dire que quand on construit sa stratégie, sa première démarche, c'est ça. C'est d'avoir cette vue d'ensemble. Ensuite, on va phaser, on va décomposer, on va structurer sa propre démarche et on va s'interroger plus spécifiquement sur un certain nombre de moyens nécessaires que l'on va devoir mettre en œuvre, mais à travers un schéma d'ensemble qui permet là aussi de s'interroger sur des aspects de mutualisation au niveau des moyens, qui est un sujet important. C'est aussi une façon d'identifier des éléments de stockage. Je fais référence à la conférence précédente, fort intéressante par rapport au vrac bureautique, où on voit bien qu'aujourd'hui, on est victime d'un éparpillement un peu partout des données sur lesquelles on instruit un certain nombre de process. Et donc, là aussi, on va raisonner pour avoir une action de beaucoup plus de simplification et de regroupement pour éviter justement d'avoir des stockages éparpillés et très souvent doublonnés ou triplonnés. Donc, en fait, on met les moyens au service d'une vision plutôt d'ensemble qui va effectivement permettre de gagner d'ailleurs notamment en efficacité parce qu'on va gagner en fluidification notamment en ayant des moyens que l'on va connecter les uns par rapport aux autres. Et puis, évidemment, on va gagner en délai de traitement qui fait partie aussi des objectifs que l'on recherche à travers cette digitalisation. Donc, voilà les premiers éléments déjà de réponse par rapport à ta question. Très bien, merci. Donc, on a bien compris cette idée de la vision d'ensemble à avoir dès le début du projet à mettre en place. Yannick, je te laisse peut-être compléter et également, bien évidemment, nous présenter le côté numérique. Ok. Oui, je vais présenter rapidement le côté numérique. Peut-être un certain nombre de personnes qui sont autour de cette webconf ne connaissent pas. En fait, c'est une association de loi 1901 qui regroupe l'ensemble des DSI de France et de Navarre. Aujourd'hui, on a environ 200 collectivités adhérentes, 250 partenaires. Les grands objectifs de cette association, c'est surtout de faire du retour sur un retour d'expérience. C'est de la mutualisation, c'est de travailler des sujets en commun. Pour ce faire, on a plusieurs outils à notre disposition. Un outil qui est un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tous les mois, on organise un groupe de travail où il y a un rétexte qui est fait entre une collectivité et l'intégrateur ou le partenaire qui l'a accompagné dans le projet, qui se fait sur une demi-heure, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Il y a 5 thématiques qui sont traitées tous les mois. À l'automne, on organise ce qu'on appelle une journée d'échange et de travail qui là est du même acabit, je vais dire, mais qui se fait sur une journée. Donc, il y a une dizaine de retours d'expérience de collectivité. Et puis, notre point d'orgue, c'est un congrès que nous réalisons tous les ans début juin, qui se fait sur 2 jours et demi, 2 jours de congrès et une demi-journée collectivité avant les 2 jours de congrès, qui traite une thématique assez transverse à laquelle tous les DSI sont conviés avec éventuellement d'autres leurs adjoints ou d'autres personnes de leur collectivité, pas forcément de la DSI d'ailleurs, et puis l'ensemble des partenaires qui ont des stands. L'idée là étant pour les DSI de voir très rapidement, en 2 jours, l'ensemble des partenaires avec lesquels ils travaillent et des nouveaux partenaires avec lesquels ils pourraient travailler, qui leur présentent des solutions. Et puis pour les partenaires, de pouvoir adresser facilement des DSI sans pour autant avoir un barrage secrétariat ou autre barrage qui ferait que c'est quelquefois difficile pour les partenaires d'adresser les DSI. Donc voilà globalement c'est quoi le côté numérique, quoi. Pour poursuivre le propos de Caroline, je suis parfaitement en phase avec tout ce qui a été exprimé. Je voudrais juste donner un petit exemple pour reprendre un petit peu le fil de quelque chose d'assez concret. C'est typiquement une demande de subvention. Aujourd'hui,
puisqu'on parle aussi de relations usagers, on parle beaucoup de relations usagers dans nos collectivités, c'est quand même un des fers de lance et des politiques et des directions générales. Et la demande de subvention est quelque chose qui est assez commun à nombre de collectivités. Effectivement, nous, je vais prendre l'exemple que j'ai mis en œuvre quand j'étais DSI du département de la Drôme, en l'occurrence. Et sur la demande de sub, on avait commencé par travailler bien évidemment les processus, que disait Caroline tout à l'heure. C'est un préalable qui est indispensable. Et le travail des processus, ça se fait avec les métiers, ça se fait pas avec l'ESI. L'ESI, il peut y participer, mais il n'a pas grand-chose à faire là-dedans. On était parti sur un objectif d'avoir un seul processus unique, quel que soit le métier, parce qu'on s'était rendu compte que nombre de processus étaient différents en fonction de la subvention qui allait à la culture, qui allait au social ou qui allait à la direction des déplacements ou ailleurs. Avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de simplifier le processus, c'est-à-dire simplifier la manière dont nous travaillons aujourd'hui. Caroline l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est quelque chose de majeur qui est difficile à faire parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, le frein au changement étant bien réel, c'est parfois difficile aussi pour les agents de simplifier. Ils ont aussi des obligations réglementaires qui font que la simplification n'est pas toujours simple. Le deuxième objectif, c'était d'uniformiser l'usage pour nos usagers, que je fasse une demande de subvention pour la culture, comme je le disais, ou pour le secteur social, ou pour une demande de je sais pas quoi, moi, une manifestation sportive, il faut que pour l'usager, la démarche soit peu ou prou la même, quoi. Et puis le troisième objectif, c'était essayer de mettre de l'efficience là-dedans, parce que dans la mesure où dans la collectivité, tout le monde traitait ses subventions entre guillemets à sa sauce, le fait d'avoir un process unique permettait aussi de mettre de l'efficience dans tout ça. Une fois qu'on a validé le processus, la mise en œuvre, elle est importante et elle doit se traiter, à mon sens, ou elle peut se traiter sous plusieurs angles. Et une première phase qui est de travailler le front office, la lecture usagée, une deuxième phase qui est de travailler le back office, et puis une troisième phase qui est de travailler sur les interfaces avec les outils métiers de façon à pouvoir assurer une dématérialisation ou une digitalisation, comme tu l'évoquais très bien, Hugo, de bout en bout, et non pas avec des ruptures de chaîne. Il n'en reste pas moins que démarrer un projet de bout en bout en one shot, c'est compliqué. C'est pour ça que je précise qu'il vaut mieux le faire par phase, en disant on va faire le front office, on va faire le back office, et ensuite on fera les interfaces avec les outils métiers. Et on aura digitalisé l'ensemble de la chaîne qu'une fois qu'on aura finalisé la mise en place des interfaces avec les outils métiers, pas avant. Très bien, effectivement. Donc, j'ai bien noté, travail sur les différents processus. Merci Yannick. Justement, on parlait de vision globale, on parlait de digitalisation sur tous les flux. Ma question est plutôt là, cette fois-ci pour Anne-Solène, parce que il me semble que tu as un exemple assez pertinent. On parlait de se remettre aussi dans la réalité avec le projet Octo, pour nous parler là d'un cas particulier qui serait plutôt de numérisation et de capture. On est plutôt sur le flux entrant. Mais je te laisse, Anne-Solène, nous présenter ce beau projet. Oui, je peux vous expliquer les différentes phases qui ont permis la digitalisation du courrier de ce projet que nous avons mené avec Caroline. Donc, ce projet de digitalisation du courrier a été découpé en plusieurs phases, notamment une première phase très importante qui est la phase d'analyse de l'existant, sur laquelle nous sommes appuyés pour pouvoir chiffrer déjà dans un premier temps les métriques, identifier les usages au sein des différents départements et identifier également les opportunités pour pouvoir digitaliser cette chaîne du courrier. Donc ça, c'était une première phase importante de notre feuille de route. Et elle nous a permis de construire des scénarios. Donc notamment un scénario où nous sommes allés, sur lequel il était arbitré, un scénario interministériel qui privilégiait l'usage des outils et des dispositifs existants en interne pour pouvoir privilégier l'usage des outils en place et qui fonctionnaient pour aller de façon plus souple et douce vers la digitalisation du courrier. Donc on a
construit cette première phase de diagnostic, cette deuxième phase de scénario, et ensuite on a poké sur 5 dispositifs, parce que le courrier embarque d'autres dispositifs, la signature électronique, la gestion électronique du courrier, la lettre recommandée électronique quand on veut aller vers ça, également l'éthique lorsqu'on continue d'envoyer ces flux sous format papier. Donc, on a poké dans un temps donné, sur une échelle de 8 semaines, chacun de ces dispositifs dans les différentes administrations qui ont participé à ce projet. Donc là, on arrive du coup à cette troisième phase, on diagnostique, on propose des scénarios, on arbitre sur un scénario, on POC et ensuite, on réalise un retour d'expérience. Une fois ces POC réalisés et à partir de ces retours d'expérience-là, on peut déployer à plus grande échelle le dispositif que nous avons testé. N'oublions pas, dans ce type de projet d'envergure, avec une volumétrie de courrier importante, l'axe stratégique d'accompagnement au changement, qui se fait aussi de façon progressive et adaptée pour amener cette digitalisation au sein des administrations. Caroline, si tu veux compléter. Oui, je reviendrai sur le point que tu évoquais, qui était tout ce qui a été poké, c'est-à-dire que toutes les expérimentations qui ont eu lieu et qui sont un point extrêmement important dans une feuille de route pour mettre en œuvre une digitalisation responsable, parce que ça a permis aussi d'abandonner des choix. C'est-à-dire que poké ne veut pas dire qu'automatiquement derrière, on retient et on déploie. Expérimenter, ça veut dire aussi que le résultat, le retour sur expérience, comme tu l'as évoqué, peut amener à une réponse de dire, eh bien ça on fera pas, ça fonctionne pas, ça les collaborateurs n'adhèrent pas, c'est trop complexe pour les agents, on va avoir des freins au niveau de connexion avec des applications métiers par exemple. Et donc l'expérimentation ou les expérimentations, puisque sur les 5 dispositifs, il y a eu quelque chose comme 8 ou 9 expérimentations au global, a permis aussi de mieux viser une couverture dans la mise en œuvre des solutions et la construction des pratiques à faire acquérir, à proposer aux équipes qui étaient concernées en adéquation complète avec leur attendu, la faisabilité et puis les contraintes métiers à laquelle ils pouvaient être soumis. Donc, ça fait partie effectivement d'une feuille de route de pouvoir se dire il y a des résultats qui pourraient amener à un résultat qui ne se suivra pas d'un effet de déploiement. Ça, je pense que c'est important parce qu'on a toujours une vision dans la démarche d'un projet que dès qu'on est en expérimentation, quelque part, on tient le bon bout et qu'on n'est pas très loin du déploiement. Non, en fait, l'expérimentation. Pourquoi? Parce que si elle est arrêtée, c'est aussi parce que dans certains cas, elle va s'avérer être complexe ou qu'elle va s'avérer très éloignée aussi des objectifs de responsabilité et notamment au niveau de l'empreinte carbone que l'on voulait apporter par rapport à cet axe de la digitalisation. Et pour compléter ce qu'on disait par rapport à l'expérimentation, enfin au modèle Octo, qui encore une fois est un modèle de digitalisation des courriers entrants dans les administrations territoriales d'État, et qui a permis de faire travailler une ARS, une direction régionale des finances, une DREAL, un rectorat et une préfecture ensemble. Donc ça aussi, ça fait partie de la particularité de ce projet, c'est qu'il a aussi donné lieu à la construction d'indicateurs, de tableaux de bord, pour justement suivre les résultats et suivre la progression. Ça fait partie aussi de la stratégie que vous pouvez avoir à mettre en œuvre, c'est d'identifier les points sur lesquels vous allez avoir une observation critique plus ou moins des résultats, de façon à pouvoir communiquer aussi et puis, si besoin, réviser la démarche qui peut avoir été adoptée par votre organisation. Voilà les quelques points que je voulais compléter par rapport à ce qui a été évoqué sur Octo. J'aurais un petit complément, Hugo. Oui, je t'en prie. J'aurais un petit complément par rapport à ce que vient de dire Anne-Solène, parce que c'est majeur, il me semble. Tu l'as évoqué, Anne-Solène, c'est l'accompagnement au changement. Moi, en termes de retour d'expérience que j'ai pu vivre dans ma collectivité, c'est que le travail sur les processus et le travail sur l'accompagnement au changement, ça représente les 2 tiers du projet.
voire 70, voire plus. C'est-à-dire qu'on va passer 70 à 80%, où on va allouer 70 à 80% des ressources humaines notamment, à travailler sur ces sujets-là, parce que c'est ceux-là qui feront que le projet il sera réussi en amont sur les processus et en aval sur l'accompagnement au changement. Le reste, c'est de l'informatique. Alors, j'avais coutume de dire à mes équipes, c'est de l'épicerie. Alors, c'était pas péjoratif, mais on sait faire, quoi. Je veux dire, techniquement, on sait à peu près tout faire. Ça coûte plus ou moins cher, mais on sait faire. Si on n'a pas bien travaillé les processus, si on n'a pas bien travaillé l'accompagnement au changement, on peut avoir un échec complet du projet. On te rejoint complètement sur cet avis et sur ce retour d'expérience. Le projet Octo a été aussi l'expérimentation de tout un dispositif d'accompagnement du changement. Alors, de dispositifs avec un S au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est pas monolithique non plus, l'accompagnement du changement. On n'acculture pas la même façon un agent d'un service quelconque comme on acculture un chef de service ou une direction générale sur les objectifs et sur le résultat attendu de la digitalisation responsable. Donc, ça veut dire aussi que l'accompagnement du changement, c'est tout un ensemble de dispositifs à devoir construire par rapport à des profils des futurs utilisateurs de cette digitalisation, de façon à ce que le message, les éléments soient d'autant plus percutants qu'ils seront reçus dans le rôle que chacun doit jouer. Donc ça aussi, ça fait partie parfois des errements auxquels on a pu être confronté lorsqu'on parle d'accompagnement du changement, c'est de prendre le temps de décomposer les types de profils qui vont avoir besoin d'être accompagnés et de construire des dispositifs qui soient totalement adaptés au rôle qu'ils vont avoir à jouer demain dans cette digitalisation et pas simplement liés au métier qu'ils exercent aujourd'hui ou à leur position dans le service lui-même. Mais peut-être qu'Anne-Solène, tu peux aussi revenir sur ce point-là. Oui, je peux compléter en disant que cet accompagnement au changement, il participe aussi à la professionnalisation de certains métiers, notamment quand on pense aux agents du service courrier. Et c'est une opportunité intéressante aussi de proposer des séminaires assez ouverts pour sensibiliser à la digitalisation responsable. Donc, on peut aller jusqu'à la construction de modules avec des supports digitaux, type vidéo, outils aussi pour pouvoir s'approprier, par exemple, la réalisation d'un diagnostic courrier au sein de son service. C'est donc à la fois sensibiliser, c'est former et donner les outils pour aller vers une digitalisation plus large. Donc, ça participe à la professionnalisation des métiers au sein des administrations. Ces modules d'accompagnement au changement aussi doivent être, je pense, construits en cohérence avec la démarche de digitalisation, donc proposer des supports complètement dématérialisés aussi. Il ne faut pas oublier cet aspect-là, que pour qu'un projet soit porteur de sens, il faut qu'il le soit de A jusqu'à Z, et donc faire du full dématérialisé, donc à la fois nos processus et également les formations que l'on souhaite dispenser à nos administrations. Très bien. Merci à vous. Effectivement, on a bien compris, je pense, l'idée et l'importance surtout dans ces projets de digitalisation de l'accompagnement au changement. J'aimerais qu'on vienne sur un autre sujet, Yannick, peut-être revenir sur la réglementation, puisque à travers le Coter, je pense que vous êtes impacté par les changements de réglementation, également sur ce qui concerne l'impact environnemental, mais aussi la sobriété numérique. Je pense qu'on en a déjà parlé aujourd'hui, mais pas mal la loi Rennes, par exemple. Oui, effectivement, oui, on a un certain nombre d'obligations réglementaires au sein des collectivités. À ce titre, d'ailleurs, notre dernier congrès à Deauville en 2023 concernait la sobriété numérique. C'était la thématique de l'ensemble de notre congrès, donc on a pas mal travaillé là-dessus. À ce jour, en fait, il y a plusieurs choses qui sont en vigueur. Il y a la première loi qui date de 2012 quand même, ça fait jamais que 12 ans, qui s'appelle le BGES, donc c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre que se doit de produire tous les ans une collectivité de plus de 50 000 habitants et les entreprises de droit public de plus de 250 salariés, d'ailleurs, par exemple les hôpitaux. C'est un bilan qui est à faire tous les 3 ans
et qui est accompagné d'un plan d'action. Il date de 2012, c'est très vieux. La sanction, si on ne le fait pas, elle n'est pas énorme, hein, c'est juste 1 500 €, donc c'est un petit peu drôle même comme sanction. En 2020 est arrivée une autre loi qui s'appelle la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui avait, elle, un angle un petit peu moins généraliste, puisqu'elle avait 5 axes. C'était sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage, mieux produire et agir contre l'obsolescence programmée. Donc on voit déjà là on avait changé de strate. Elle est venue se compléter en 2021, donc là c'est plus récent puisque ça date de un peu moins de 3 ans maintenant, qui est la loi Rennes, excusez-moi, que tu évoquais, Hugo, qui est de réduire l'empreinte environnementale du numérique avec 5 axes. Le premier, c'est faire prendre conscience de l'impact environnemental. Alors pour le coup, la journée d'aujourd'hui, manifestement, j'espère qu'elle va atteindre les objectifs de ce premier axe, c'est certain même. Le deuxième, c'est limiter le renouvellement des matériels numériques, donc faire perdurer le plus possible le matériel dans nos collectivités. Favoriser des usages numériques écologiquement vertueux. C'est un vilain lapsus que j'ai fait, j'ai failli dire économiquement. C'est écologiquement vertueux. Promouvoir des data centers et des réseaux moins énergivores, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, et puis promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires. Donc, ce dernier point, en fait, c'est l'obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants de faire impérativement pour début 2025 un projet de stratégie numérique, de stratégie de sobriété numérique. Donc, ce n'est pas forcément très lourd de monter le projet. En ce qui me concerne, dans ma vie antérieure, j'en avais réalisé un au sein du département dans lequel je travaillais, qui avait débouché sur une quarantaine de projets avec 5 axes différents. Les axes, je peux les énumérer rapidement, hein. C'était l'achat et le cycle de vie, la consommation énergétique, la sensibilisation et la formation, les projets et les usages numériques, et le tout avec une gouvernance ad hoc autour de tout ça. C'était porté par la DSI, mais en l'occurrence, c'était multidirection, puisque aussi bien les achats, la direction du juridique avec les achats, les bâtiments, la communication, les archives, l'éducation, l'environnement, toutes ces directions ont été embarquées dans cette stratégie de sobriété numérique et qui est en train de se mettre en place actuellement au sein de la collectivité, quoi. Donc, on voit qu'on commence quand même à avoir des obligations réglementaires sur le numérique responsable qui sont de plus en plus fortes et qui sont portées par des lois de plus en plus prégnantes. C'est plutôt une bonne chose. Effectivement. Ça me fait penser justement, vu que là, on parle quand même de sobriété numérique parce qu'on est dans une digitalisation, au moins dans le secteur public, toujours plus avancée. Et justement, Yannick, ça me fait penser, il y a aussi cet angle très intéressant de celui de l'inclusion, hein, que ce soit des utilisateurs, peut-être également des usagers, puisque comme on l'a vu, vous nous expliquez par la réglementation plus de sobriété, mais aussi paradoxalement, disons qu'on laisse un certain nombre de personnes sur le côté au niveau de la formation. Ah, c'est vrai, on laisse des gens potentiellement au bord de la route, hein. Si on prend les quelques statistiques, les statistiques sans doute les plus pertinentes sont celles d'Emmaüs Connect, qui aujourd'hui considère que 17% des Français sont en fracture numérique complète et 30% des Français sont en difficulté avec le numérique. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en précarité. Alors, c'est un sujet qui était très fortement et qui est très fortement traité dans les collectivités, plus particulièrement dans les départements, puisque la compétence principale des départements, c'est le secteur social, où on retrouve malheureusement beaucoup de gens en précarité. Ils sont directement impactés par cette fracture et par ces difficultés. Il ne faut pas qu'on oublie non plus que dans nos propres collectivités, ce pourcentage, il est réel aussi. S'il y a 17% de gens en fracture numérique en France, le pourcentage, il est le même dans nos entreprises il n'est pas que chez Emmaüs Connect et que chez les gens en précarité, même si c'est une majorité, quoi. Moi, je pense aussi que sur la partie inclusion, elle est majeure, mais il faut faire aussi une dichotomie dans nos agents, entre les agents qui sont en mode sédentaire et les agents qui ne le sont pas. La probabilité d'avoir des gens en fracture numérique très forte parmi les sédentaires, elle me semble assez faible, dans la mesure où
Aujourd'hui, la quasi-totalité des projets qu'on porte dans nos collectivités, il y a un impact numérique et il y aura toujours un petit bout d'informatique là-dedans. Et donc, par essence, les gens sédentaires, ils utilisent les outils informatiques. Déjà, ils ont des outils, ils sont informatiques et pour la plupart d'entre eux, je dis pas qu'ils l'utilisent de façon optimale et qu'il y a pas beaucoup d'améliorations à faire. On parlait d'accompagnement au changement tout à l'heure, on parlait de formation. Bien évidemment il faut continuer de faire tout cela et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est en train de plutôt de baisser que d'augmenter. Mais il y a aussi et surtout, les gens en difficulté, ben, ce sont les autres, quoi. C'est les gens qui travaillent au bord des routes à faire du fauchage, c'est les gens qui travaillent dans les jardins à faire des massifs de fleurs et nombre d'autres métiers comme ça, sur lesquels, eh ben, il faut absolument les accompagner parce que sinon on se retrouve avec, des gens qui ne pourront plus demain ou qui ne peuvent déjà plus pour certains d'entre eux, poser eux-mêmes leurs congés, faire une demande sociale, à la direction des ressources humaines sur les chèques vacances, sur, je ne sais quoi. Si puisqu'on met des téléservices de partout et on dématérialise de bout en bout, ben, il y aura pour certains d'entre eux un certain nombre de difficultés et un accompagnement très fort est à faire, pour ce type de pour ce type d'agent. Effectivement. Caroline, je te laisse, peut-être, est-ce que tu as Oui, quelque chose à rajouter sous cet oui, angle-là, tout à celui fait, aussi parce que de l'accompagnement? j'adhère totalement à ce qu'évoquait Yannick et les chiffres qu'il a donnés, qui sont des chiffres sortis d'Emmaüs Connect, sont suffisamment alarmants pour qu'on s'y arrête et en tous les cas qu'on les prenne en compte, quels que soient les projets de digitalisation que les uns ou les autres vous mènerez dans vos organisations. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de l'accompagnement au changement et en réponse à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la capacité à construire des programmes qui soient dédiés au profil des personnes concernées, qui soient du sur-mesure, du à la carte, vous adoptez tous les termes qui vous vont bien, mais qui permet de dire on sait qu'à l'intérieur de X centaines de personnes, on va avoir, je reprends le chiffre que citait Yannick, 17% qui sont éloignés, voire 30% qui sont en difficulté. Donc 30%, c'est beaucoup. C'est 1 sur 3, très, très clairement. Donc on est déjà 4, dont lequel de nous 4 est en difficulté cet après-midi. Mais voilà, on est quand même sur des chiffres suffisamment forts pour les avoir en tête et pour dire que derrière, quand on construit des dispositifs d'accompagnement du changement, on doit construire des dispositifs qui soient dynamiques, qui doivent permettre de mesurer la progression au fur et à mesure des personnes concernées. Ce n'est pas simplement un ensemble d'informations à leur donner en one shot ou une vidéo à leur fournir ou un support quel qu'il soit qu'ils doivent aller consulter. C'est vraiment travailler avec eux pour s'assurer à chaque étape de la prise en charge, de la compréhension et donc de la capacité à réaliser l'action qui leur est demandée et ensuite de la réitérer en fonction du cadre dans lequel ils se trouveraient. Et donc dans le dispositif, ça veut dire du pédagogique, du ludique, de la mesure de progression, de la mise en situation, de l'exercice, enfin, tout ce qui va permettre de donner à cet accompagnement du changement une dimension de mesure de la compétence acquise, quitte à ce que ce soit effectivement rejoué, recommencé, reconstruit au fur et à mesure des difficultés qui sont exprimées. Et ça, c'est vraiment un sujet dont parfois les DRH des organisations ne vont pas tout de suite sur des sujets comme celui-là, se les approprient pas immédiatement. Et nous qui travaillons souvent avec des directions de formation ou directions de communication, on insiste beaucoup sur ce point. Hugo, ton micro est coupé. Merci Caroline, pour ta raison, pour ta réponse, pardon, excuse-moi. Donc oui, effectivement, justement, on parlait d'accompagnement au changement, de formation, d'inclusion, mais tout ça arrive aussi avec un nouveau domaine ou en tout cas, un domaine qui n'est pas nouveau, mais qui est en train de bouleverser, on va dire, notre manière de digitaliser, hein. C'est donc l'intelligence artificielle. Et justement, pour revenir et un peu recoller aussi avec l'impact environnemental, Yannick, je voulais que tu puisses un petit peu nous parler donc de cette intelligence artificielle,
dans les projets de digitalisation, dans cette idée de fluidification toujours de notre relation usagée et également de son impact environnemental. Voilà, gros sujet, hein. Ça a été évoqué un petit j'ai entendu la fin de la présentation tout à l'heure aussi où le sujet de l'IA a été évoqué. J'imagine que sur l'ensemble des conférences qui ont été faites dans la journée, l'IA était peut-être, sinon en surface, du moins pas très loin des sujets évoqués puisqu'aujourd'hui, ben, c'est partout. Pour l'IA, il y a 2 choses. Je reviendrai dans un second temps sur l'impact environnemental, Hugo, mais le 1er, c'est sur l'impact métier, parce que moi, j'entends dire beaucoup, je lis beaucoup de choses sur l'IA, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour votre information, cette année, le congrès de La Rochelle du Quaternaire numérique traitera du sujet de l'intelligence artificielle les 4 et 5 juin. Le 1er chose, j'entends parler beaucoup d'impact sur les métiers et en fait, je ne pense pas, mais ça n'est qu'un avis personnel et je suis pas le seul. Il y a des grands spécialistes de l'IA qui le disent. C'est qu'aujourd'hui, les impacts, ils sont plus sur les tâches que sur les métiers et si l'IA vient remplacer un certain nombre de tâches difficiles, douloureuses, complexes, rébarbatives, auprès de nos agents pour leur libérer du temps, pour leur permettre de mieux s'occuper, des usagers, pour traiter plus rapidement des dossiers peut-être et cetera, bah, c'est plutôt une bonne chose. Je ne crois pas trop encore, pas pour l'instant en tous les cas, dans l'état de l'art de ce que je peux voir sur l'IA, d'un remplacement de métier complet. C'est plutôt il faut vraiment l'aborder comme étant une aide, et un accompagnement, une aide à la décision et un accompagnement, une accélération peut-être et tant mieux pour ça dans certains domaines. Et voilà pour la partie métier parce qu'après je vais pas reprendre tous les métiers sur lesquels il y aurait plus ou moins d'impact, même si on pense quand même aujourd'hui que les cols blancs seront plus impactés que les cols bleus. C'est assez facile à expliquer, mettre de l'intelligence artificielle, sur une faucheuse au bord de la route, c'est pas comme une tondeuse à la maison qui va tondre automatiquement. Il y a un petit peu plus de sujets à traiter. Donc, il y aura toujours un homme sur la machine. Par contre, en ce qui concerne l'impact environnemental que tu évoquais, Hugo, bah, il est juste phénoménal, quoi. Il est phénoménal parce que pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle de type ChatGPT, ce dont on entend le plus parler aujourd'hui, il faut beaucoup plus de gros processeurs dans les ordinateurs. Il faut beaucoup plus de cartes graphiques de plus en plus puissantes. Il faut beaucoup plus de stockage parce que ben, la requête génère elle-même aussi de la donnée. Il faut beaucoup de données en entrée pour avoir des réponses pertinentes et pour que l'IA n'hallucine pas. C'est quand elle se trompe, on dit l'IA hallucine. Donc voilà. Et aujourd'hui, eh ben, il faut des gros data centers et des grosses puissances. Et ça, c'est extrêmement consommateur. Une petite statistique, 30 requêtes unitaires de ChatGPT, ça consomme 1 litre d'eau. Hein. Donc, on voit vite l'impact, sachant que quand on fait une requête sur ChatGPT, en général, on ne fait pas qu'une requête. Hein. Moi, je l'utilise un petit peu de temps en temps. Quand je fais une requête, souvent, je viens l'améliorer, je viens re-questionner pour avoir une réponse qui soit plus pertinente. Enfin, j'implémente régulièrement ma requête de façon à avoir quelque chose qui, entre guillemets, tient la route. Et en gros, il faut compter une 10 à 15 requêtes. Et ben, si on fait le calcul, 10 à 15 requêtes, quand j'ai posé une question sur laquelle j'ai ma réponse sur ChatGPT, ben, j'ai consommé un demi-litre d'eau. Sachant qu'il y a environ 1,5 milliard d'utilisateurs par mois, vous voyez ce que ça peut donner à l'arrivée, quoi. Donc, en termes environnementaux, aujourd'hui, l'IA n'est pour le moins pas optimale, loin s'en faut. Ce qu'on voit aussi arriver là, parce que quand on parle d'IA, souvent vous avez peut-être entendu le terme LLM, donc ça veut dire Large Language Model, donc c'est des gros modèles qui ont besoin de beaucoup de données, ce que j'évoquais à l'instant. Mais là, on voit arriver des SLM, des Small Language Models, donc ce seront des petits modèles qui s'appuieront sur un corpus contextuel qui est beaucoup plus petit et qui correspond potentiellement à notre corpus que nous avons dans nos collectivités. Je m'explique. Si je mets en place une intelligence artificielle avec un SLM sur mon intranet,
eh ben déjà, il n'ira pas sur Internet, il sera que sur mon intranet et le corpus de données sur lequel il s'appuiera, et il sera ils ne seront prises en compte, pardon, que les données de mon intranet, ce qui quand même est un volume qui est vachement circonscrit et pour le coup, de toute façon, qui consomme déjà puisqu'il est déjà en place. Donc, utiliser des outils d'intelligence artificielle sur ces petits modèles, ce sera extrêmement pertinent et il y aura une vraie pertinence, oui, à utiliser ces outils pour avoir quelque chose de très efficace à l'arrivée, quoi. Donc, je pense que les SLM vont prendre de plus en plus de place, aussi, même si les grands modèles, ils vont rester, hein, ne nous trompons pas, hein, et on n'en est qu'au début, hein. Très bien, merci. Donc effectivement, fort impact, de l'IA dans certains, domaines, fort impact environnemental, mais qui pourrait quand même avoir une pertinence, dans certaines de nos tâches. Je voudrais faire une petite remarque par rapport Oui, au questionnement tout à l'heure, à la conférence précédente. J'ai entendu quelqu'un qui disait que l'Apple Watch était de neutralité carbone, avec un petit commentaire d'ailleurs dans le chat en disant neutralité carbone n'existe pas. Euh, j'ai un petit problème avec ça, moi, perso. Pourquoi j'ai un petit problème? Parce qu'on est dans les GAFAM, hein, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et ils sont quand même un petit peu pompiers pyromanes, ces garçons. Donc, ils sont gentils de nous sortir une Apple Watch en neutralité carbone. Ils vont nous en sortir une tous les 6 mois quand même, hein, d'Apple Watch, hein. Et quand on sait que dans le bilan environnemental du matériel, je l'évoquais tout à l'heure avec la loi Rennes, 80% c'est le matériel. Ben, ils peuvent bien sortir quelque chose entre guillemets qu'ils peuvent annoncer en neutralité carbone. J'y crois pas vraiment. très bien. OK, bah, c'est noté, c'est répondu, pour le chat. Très rapidement, est-ce que, vous pourriez justement un petit peu pour conclure, cette conférence, me donner donc, peut-être Anne-Solène, tu pourrais commencer par me donner 1 ou 2 axes, voilà, pour conclure pour tous nos participants, donner justement 1 ou 2 axes, ou points pour mettre à retenir, hein, pour la mise en œuvre, de sa stratégie, de digitalisation responsable. Oui, oui, je vais pas tous les donner, hein. Je vais laisser aussi la parole à Caroline Un ou et 2, à c'est Yannick. déjà bien. Oui. Alors, en axe qui semble essentiel dans un projet de digitalisation responsable, c'est avoir une vue globale. C'est-à-dire pas avoir une approche par un seul spectre, par processus, c'est avoir une approche globale des processus, qu'on soit dans l'entrant, circulant, sortant, et bien penser aussi à la partie stockage et à la partie archivage dans nos processus pour pouvoir ancrer la démarche dans le temps et l'inscrire sur une feuille de route réaliste. Donc ça, c'est un des premiers axes que je souligne. Après, l'autre axe, bien entendu, c'est l'accompagnement au changement, hein. On s'inscrit sur la durée, on vient modifier le quotidien des agents ou des collaborateurs. Donc, on pense très tôt à cette approche-là pour faciliter ce changement progressif et l'inscrire de façon durable dans le quotidien. Très bien, donc vue globale, accompagnement du changement. Oui. Peut-être Yannick ou Caroline, comme vous voulez. Yannick, Ouais, oui. je vais laisser Caroline conclure. En termes de stratégie digitale, je suis parfaitement en phase avec ce que vient de dire Anne-Solène, bien sûr. Je vais donner ma vision vue du DSI. Vue du DSI, aujourd'hui, sa principale préoccupation, c'est le maintien en condition opérationnelle de l'existant. Il faut que ça tourne et il faut que les applicatifs métiers à destination et des usagers et des agents y tournent. Donc ça, c'est vraiment chose majeure. Le deuxième, en termes de stratégie, c'est de poursuivre la transformation numérique. On l'a évoqué avec 2 angles forts pour moi, que sont la gestion de relations usagers et gestion de relations agents, avec un objectif omnicanal, ça a été évoqué, tout en faisant attention à ne laisser personne au bord de la route. On l'a évoqué aussi tout à l'heure avec l'inclusion. Et tout ça en s'appuyant sur un socle technique qui sera solide, disponible et sécurisé. Et une petite chose aussi qui me paraît majeure, on a parlé de stratégie de sobriété numérique, c'est indispensable puisque de toute façon on a une obligation réglementaire. Et je pense que la mise en place d'une stratégie de la donnée, alors elle est partout présente dans ce qu'on a dit, je pense, mais mettre en place une stratégie de la donnée effective dans nos collectivités me paraîtrait être quelque chose de majeur et d'important
on travaille là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, de documentalistes, d'archivistes autour du webinaire. Quand on parle données, je pense que ça leur parle beaucoup et je pense qu'il y a un gros sujet qui aujourd'hui est souvent traité par les outils et non pas sous un angle stratégique. Très bien. Merci Yannick. Caroline, peut-être? J'adhère aux éléments qui ont été partagés par Yannick et par Anne-Solène, hein, et je rebondirai sur le dernier. La stratégie de la data, c'est une vraie gouvernance de l'information, des informations et des data dont il faut se doter. Cycle de vie, les éléments entrants, les éléments circulants, les éléments sortants. Donc là, il y a un vrai défi. Je compléterai juste les points stratégiques qui ont été évoqués par un mot, qui est le mot mutualisation, qui n'est pas un gros mot, qu'il faut savoir mettre au service justement de la digitalisation responsable, parce qu'elle va être une source vertueuse d'efficacité, d'efficience plutôt, pour reprendre un terme qu'a utilisé tout à l'heure Yannick, qui me semble avoir tout son sens. Donc voilà, donc je pense qu'il faut, indépendamment de tout ce qui a été dit, il faut aussi travailler dans ce sens-là, mutualisation, pas seulement au niveau outillage, mais également dans les pratiques, dans les façons de faire, dans les gestes, et permettre justement aux équipes de mieux partager leur savoir-faire ou leur retour d'expérience, qui peut aussi servir au bénéfice des uns ou des autres. Donc ça fait partie aussi d'une stratégie qu'il faut savoir construire et traduire en action dans un feuille de route. Voilà pour compléter les points qui nous semblent les plus essentiels. Très bien, merci beaucoup Caroline. Écoutez, merci à vous trois. On a un peu dépassé, donc je m'arrête là pour cette conférence. Et donc je vais laisser Fabien reprendre la main pour la keynote de clôture.